Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes, comme d'habitude, avec Eudes pour interviewer un start-upper, en l'occurrence aujourd'hui Julien de Roofme. Julien, vas-y, je te laisse te présenter. À toi. Bonjour, merci messieurs de cette proposition que vous m'avez pu me faire. Donc moi je suis Julien, je suis le cofondateur de la société Roofme, qui est une start-up dans le secteur de l'immobilier. J'ai pas toujours fait ma carrière dans l'immobilier, c'est on va dire assez récent. Avant j'étais dans l'industrie. J'étais le directeur commercial d'une société industrielle qui fabriquait des tunnels. Voilà, donc rien à voir dans le monde entier. Et des tunnels, pas des tunnels de vente, parce que nous on pense tout de suite ça, c'est des vrais tunnels, un tunnel. Des vrais tunnels pour les Parisiens, il y a le Grand Paris, les tunnels, les lignes de métro, il y a le tunnel. Donc des vrais tunnels, quoi. Voilà, ce genre de tunnel-là, exactement. C'était assez passionnant, je faisais ça dans le monde entier. Et en parallèle de ça, j'étais investisseur immobilier à titre personnel. Alors à mon niveau, hein, j'ai pas des centaines d'immeubles de rapport, mais j'ai quelques biens immobiliers et donc je me suis pas mal passionné par l'immobilier depuis pas mal d'années et j'ai expérimenté en tous les cas l'expérience des acheteurs et des vendeurs dans le secteur de l'immobilier. Et il y avait des choses qui m'embêtaient, qui me dérangeaient, en tous les cas qui ne correspondaient pas à ce que moi j'attendais. Et donc quand il a fallu opérer un changement dans ma carrière professionnelle, j'ai décidé de quitter le monde de l'industrie du tunnel pour essayer d'apporter une vision différente sur le marché de l'immobilier par la start-up que j'ai fondée avec mon associé Sylvain, qui s'appelle Roofme. Voilà. Dans les grandes lignes. Juste, Sylvain, tu l'as rencontré. Comment est venue l'idée de votre association? Alors, l'idée de l'association au départ, c'est, on va dire, moi qui ai une idée, parce que je ne suis pas content de ce que je peux trouver sur le marché de l'immobilier, le marché traditionnel des agences immobilières. Et Sylvain, en fait, c'est une connaissance d'enfance de Bretagne qui, lui, est développeur chez un gros avionneur militaire français, entre autres. Et son boulot, lui, c'est de créer des plateformes, des sites internet et de s'occuper des chefs de projet digital chez cet avionneur. Et puis, au gré de discussions, quand on se recroise, je me rends compte que lui a eu les mêmes galères que moi sur la partie immobilière. Alors, il n'est pas investisseur, mais il a acheté une RP, il a visité pas mal de choses. Et de fil en aiguille, on esquisse ce projet. Et puis, on commence à faire une première maquette. Et puis, ça commence à bien fonctionner. On se dit, OK, on y va. C'est le moment de se lancer. Donc, en fait, Sylvain, c'est une connaissance d'enfance. Moi, je suis physiquement à Tours. La société est physiquement basée à Tours, mais c'est une connaissance d'enfance de Rennes. Voilà, j'ai grandi à Rennes. D'accord, donc en fait, vous vous êtes dit, tous les deux à peu près au même timing, tiens, il y a quelque chose à améliorer dans ce monde, on a une satisfaction, donc c'est intéressant. Douleur, on va créer quelque chose, ok, donc c'est ça, et vous avez dit, on pourrait s'associer, c'est ça à peu près? Exactement. En fait, on va associer nos compétences. Moi, j'ai beaucoup plus de connaissances, on va dire, j'avais à l'époque plus de connaissances immobilières puisque j'ai pu acheter, vendre une petite dizaine de biens immobiliers. Et Sylvain avait plus ses compétences et connaissances digitales, puisqu'en fait, l'idée du projet était quand même de digitaliser beaucoup de choses dans l'expérience utilisateur. Et moi, comme je vous disais tout à l'heure, je venais du monde de l'industrie. Moi, je touchais des machines plutôt que des ordinateurs. À part aller sur Facebook de temps en temps, voilà, c'était tout ce que je connaissais du digital. Voilà. Et donc, on a associé nos compétences et nos connaissances par rapport à ça. On a mis un peu de temps à faire une maquette, à voir si ça pouvait donner quelque chose avant de vraiment se lancer dans le bain pour quitter nos emplois respectifs et puis se mettre à fond sur la start-up. L'idée, en fait, elle a commencé à germer en 2019 à peu près. Et on a créé la société l'année dernière, courant de l'année 2021. Yes, merci Julien pour cette introduction. Donc, est-ce qu'on va revenir un petit peu sur la genèse? Est-ce que tu peux nous dire vraiment quelle a été la douleur, ce que tu n'as pas apprécié en fait dans l'offre qui existe, qui t'a poussé à créer Roofme pour qu'on comprenne bien le fait de... En fait, c'était en 2019, donc j'étais en train de chercher des biens immobiliers
rentable. Alors en parallèle, on parle de Clubhouse, j'interviens de temps en temps quand je peux, assez récemment sur les rooms, soit pour Roofme, soit avec mon expérience d'investisseur ou de petit investisseur. Mais en tous les cas, en 2019, je cherchais en parallèle de mon métier du coup de directeur commercial à acheter des appartements ou des locaux commerciaux ou des petits immeubles rentables si possible. Et donc, quand on fait cette recherche-là d'investissement immobilier, on passe beaucoup de temps sur Internet. Globalement, sur les principales plateformes, Le Bon Coin, Se Loger, voilà, toutes les plateformes qui permettent de trouver des biens immobiliers. Et donc, si j'ai fait un petit calcul en fin d'année 2019, j'ai vu à peu près 3000 annonces sur Internet. Enfin, j'ai cherché, il y a 3000 annonces que j'ai regardées en détail. Sur les 3000, il y en a à peu près 300 où je me suis dit, ça peut m'intéresser, je vais passer un coup de fil ou un message à l'agent immobilier qui gère le bien. Parce que forcément, moi, je faisais ça en parallèle de mon activité principale. Donc, je faisais ça le soir et le week-end, une fois que j'avais terminé mes activités. Et donc, à 21h ou le dimanche, c'est tout à fait normal, l'agent immobilier n'était pas en mesure de me répondre. Donc, je passe 300 coups de fil ou 300 messages. Et sur ces 300, il n'y en a que la moitié à peu près qui me reviennent avec une réponse. C'est-à-dire que moi, potentiellement, j'étais intéressé sur 300 biens. En tous les cas, je voulais aller plus loin. Il n'y en a que la moitié qui est revenue vers moi pour me dire les informations ou pour me dire non, c'est vendu, ou pour j'en sais rien, mais voilà, que la moitié. Donc déjà, j'ai perdu une partie des possibilités qui s'offraient à moi. Sur les 150, donc je passe forcément 5-10 minutes au téléphone avec l'agent immobilier pour essayer de poser mes questions d'initié, parce que je sais plus ou moins ce que je cherche, et surtout quand on est investisseur, on ne cherche pas un coup de cœur. On veut savoir les charges, on veut savoir est-ce que c'est du double vitrage, on veut savoir la taxe foncière, on veut savoir ce genre d'informations-là. 150 coups de fil, il y a 30 biens, après avoir parlé avec l'agent immobilier, où je me dis ça peut valoir le coup, j'y vais. Je vais visiter. Et donc là, forcément, après le boulot, il faut s'organiser pour sortir, on n'a pas l'adresse tout de suite. Et en fait, sur les 30 biens, il y en a 2, voire 3 qui m'intéressaient. C'est-à-dire que si je refais le chemin dans l'autre sens, il y a 27 biens où je me suis déplacé pour rien, si j'avais eu les bonnes informations dès le départ. Et des fois, on le sait, et si vous avez cherché votre RP ou un achat quelconque, des fois, vous savez que ça ne va pas vous plaire avant même de visiter. Et vous rentrez devant le bâtiment, vous dites non, c'est pas là que je veux habiter. Or souvent, on ne t'a pas donné l'adresse. En fait, ton parcours, ce qui est intéressant, c'est que ton parcours, il résume le parcours de Exactement. 90% des Français, enfin des acquéreurs, plutôt pas des Français, de se dire, on cherche le soir parce que la journée on bosse, sauf si on est un fonctionnaire ou qu'on n'a rien à foutre que vraiment on s'emmerde dans son boulot, mais c'est pas vraiment l'objet. Enfin, on cherche plutôt le soir. On cherche plutôt le soir. Pourquoi? Parce que si on est en couple, c'est monsieur, madame qui cherche le soir sur le canapé, voilà. Et on contacte les agences le soir. Et on n'a souvent pas de réponse. Tu l'as résumé, même nous, notre dernier achat, on a contacté je ne sais pas combien de copains. Moi, j'étais à l'époque même administrateur de la FNAIM et on s'est retrouvé à acheter en direct. Et j'ai toujours acheté par agence, moi, tu vois. Et, bien sûr. Et c'est déplorable. Enfin, j'ai acheté par agence, pas par besoin. Dans l'absolu, je m'en fais. Moi, j'aime bien être conseillé, mais je trouve ça lamentable de se retrouver acheté en direct parce qu'en fait, le bien qu'on a acheté, en l'occurrence, c'était en 2 agences, mais les types ne m'ont jamais rappelé. Donc là, tu dis, moi, je m'en fiche, mais je me dis, ils n'ont pas faim, quoi. Ça laisse la porte là. Donc ton parcours est intéressant. Vas-y, continue. C'est ça qui est fou, et l'expérience utilisateur est très mauvaise, quoi. Et en parallèle de ça, toi, tu étais potentiellement acheteur, les 2 agences t'ont jamais appelé, et à côté de ça, tu avais un vendeur qui faisait confiance pieds et poings liés à ces 2 agences pour être le meilleur vendeur ou intermédiaire pour vendre son bien immobilier. Et potentiellement, tu aurais pu passer à côté de ça, et potentiellement, ce vendeur-là, il n'aurait jamais pu trouver de clients, puisqu'en fait, les clients n'étaient pas forcément rappelés. Tu vois ? Donc ça, c'était une source de frustration chez moi. Donc, j'ai visité 27 biens où je me suis déplacé pour rien. L'agent immobilier s'est déplacé pour rien. Le propriétaire n'était pas toujours là, parce que les agences ne veulent pas forcément que le propriétaire soit là, mais en l'occurrence, il avait quand même rangé, nettoyé sa maison, son appartement, pour que ce soit sous une belle vision, si vous voulez, pour que moi, j'ai pu avoir un éventuel coup de cœur. Donc lui, il y avait passé du temps aussi.
Il y a 150 appels, moins 3 qui ne servaient à rien. Il y a 300 messages moins 3 qui n'ont servi à rien. Et donc, moi, j'ai perdu un temps de fou. L'agent immobilier, à chaque fois que je l'avais au téléphone, il redisait les mêmes choses à toutes les personnes qui l'appelaient, parce que tout le monde pose les mêmes questions. Hein. C'est quoi le chauffage, c'est quoi les charges ou est-ce que des choses qui sont dans l'annonce normalement? Ouais, alors c'est... Oui, non? Pour moi, oui, elles sont dans l'annonce. Oui. Je précise juste aux auditeurs, si vous voulez nous poser des questions via Clubhouse, via LinkedIn, via Facebook, posez, je répondrai, on posera les questions à Julien. C'est à vous aussi de poser des questions. Vas-y, Julien. Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, on peut tout à fait demander l'avis des auditeurs. Je ne sais pas, je n'ai pas la vision de combien de personnes à nous écouter, mais on peut tout à fait demander l'avis des auditeurs, leur expérience. Est-ce que dans les annonces immobilières, il y a suffisamment d'informations? Moi, mon expérience, c'est que non. Mais peut-être que je suis plus exigeant que les autres. Alors, cette rétention d'informations ou ce manque d'informations te pousse à te dire que tu vas peut-être créer un service meilleur que ce qui existe. Mais à ce moment-là, tu ne te dis pas que la première étape, c'est peut-être d'affiner un petit peu tes questions et de poser les questions qui manquent aux agents immobiliers. Dans un premier temps, avant de dire qu'on va carrément créer quelque chose. Attends, on a Michel Isnel qui dit il faut travailler la méthode proposition de valeur et le parcours utilisateur pour aller plus loin, amitié. Il a raison, Michel. Michel, coucou. Ça, c'est très intéressant, travailler le parcours. Ouais, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on a une offre qui s'adresse pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Je reviens sur ta question, Eudes. Effectivement, bien évidemment, il faut poser des bonnes questions. Mais quand on est investisseur tel que moi je l'étais, mes questions, c'était toujours les mêmes. Je les connaissais. J'avais pas toujours la réponse. Les agents immobiliers ne me donnaient pas toujours la réponse. Des fois, ils ne connaissaient pas la réponse. Il ne va pas savoir si c'est du chauffage au sol, si c'est du double vitrage, parce qu'il n'a pas pris ces informations-là au moment de sa prise d'information. Des fois, il y a, je ne vais pas dire un mensonge, mais une différence d'interprétation entre ce que dit l'agent immobilier et ce que moi je perçois. Un bien qui n'a pas besoin de travaux, selon l'agent immobilier, c'était rarement le cas dans ma vision à moi. On est d'accord. Et en fait, voilà. Donc mes questions, elles étaient posées. Déjà, il fallait que je puisse avoir l'agent immobilier pour les poser, ces questions. Je ne l'avais pas toujours. Voilà. Et donc, j'ai été très, 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 très frustré de cette expérience utilisateur que je pouvais avoir plutôt à l'achat qu'à la vente. Mais à la vente, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai fait 27 visites qui n'auraient pas dû être réalisées si jamais j'avais eu ne serait-ce que les bonnes informations. Les bonnes informations, c'est une bonne vision de l'intérieur du logement, une bonne vision des informations, comme on disait tout à l'heure, double vitrage, le sol, le chauffage, la taxe foncière et l'adresse. Et je précise juste, attends une seconde, je précise aux commentaires, j'arrive pas à répondre, je ne sais pas pourquoi, ma plateforme est bloquée pour les réponses. On a vos commentaires, mais on les passe, on pose des questions à Julien. Pardon, vas-y, continue. Non, pas de problème. Je ne sais plus exactement ce que je disais. Bref, j'étais très frustré et donc je me suis dit, mais en fait, tout le monde pourrait gagner du temps, l'agent immobilier, l'acheteur, le vendeur, si on avait un système beaucoup plus transparent dans les informations et que les gens ne perdaient pas du temps à appeler ou à visiter ou à ranger pour rien. Un acheteur potentiel qui n'achète pas, c'est un vendeur qui a rangé et nettoyé sa maison pour rien. C'est un agent immobilier qui a répondu 10 fois au téléphone pour rien et qui s'est déplacé pour rien. Donc nous, l'idée, c'était de dire, si on arrive à donner avec énormément de transparence toutes les informations que peuvent nécessaires pour un acquéreur, on va supprimer tous les temps perdus pour toutes les parties, puisque ne vont appeler ou se déplacer que des gens qui sont vraiment intéressés. Et on n'a pas encore beaucoup de recul sur notre concept, sur la startup de Roofme, mais pour le moment, sur la dizaine ou douzaine de biens qu'on a vendus sur les derniers mois, plus de la moitié de nos ventes se fait à la première visite physique
et 100% de nos ventes se fait avant 3 visites. Ou 3 visites. Donc, l'idée est plutôt d'être non pas d'être un intermédiaire qui conserve 100% des informations et qui est incontournable. Nous, on se voit plus comme un intermédiaire qui va accompagner et qui va faciliter la transaction à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. On ne veut pas être incontournable, on ne veut pas que ce soit avec nous obligatoirement, on veut juste être un problem solver pour nos utilisateurs, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. En fait, tu veux éliminer les zones de frottement, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. En tous les cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, on a énormément de retours d'acquéreurs qui sont extrêmement contents de notre plateforme parce que, à l'occasion, il faudra aller faire un petit tour sur roofme.fr. Vous verrez qu'une annonce est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en totale transparence. C'est-à-dire que vous rentrez depuis votre canapé, une fois que vous avez couché les enfants à 22h le soir, vous visitez vraiment le bien et avant de vous déplacer, vous connaissez parfaitement le bien ou quasiment parfaitement le bien. C'est-à-dire que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est pas que vous achetiez sans vous déplacer. Ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas. Ils ne nous appellent pas. Personne n'a de temps à perdre en fait. Et quand pour un acquéreur, un point important, c'est de ne pas avoir de vis-à-vis. Et ben, puisque nous, sur notre plateforme, on a 100% des photos et 100% des photos des fenêtres, la vue qui est disponible, l'acquéreur, depuis son canapé, il va pouvoir se rendre compte qu'il y a du vis-à-vis. Et donc, non, ça ne l'intéresse pas. Ou alors, comme il a l'adresse, il va se rendre compte que la façade du bâtiment, ça ne me plaît pas. Ou alors, non, il y a trop de proximité avec les voisins. Chacun a ses critères et on n'est pas là pour juger les critères. Nous, ce qu'on veut juste, c'est supprimer toutes les tâches inutiles et toutes les zones de friction, comme tu disais, Samuel. Cette notion de ne pas perdre de temps, elle est extrêmement intéressante. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, à ce moment-là, tu es insatisfait parce que tu as fait beaucoup de visites et tu as perdu beaucoup de temps. Donc, avec ton associé, vous dites que vous allez créer une nouvelle sorte d'agence. Ouais. Comment vous la créez? C'est-à-dire que quelles sont les caractéristiques qui font que vous allez carrément créer une agence pour pouvoir mieux accompagner en fait les acheteurs? Est-ce que le digital vous offre la possibilité et des outils spécifiques pour être justement plus transparent? Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail? Oui, bien sûr. En fait, on s'est assis avec Sylvain et on a mis sur le papier le produit idéal qu'on aurait voulu trouver, que nous, on souhaite trouver quand on est acheteur et également quand on est vendeur. Parce qu'en fait, quand on est vendeur, ce qu'on veut, c'est vendre son bien, mais on ne veut pas y passer trop de temps et on ne veut pas 50 touristes qui viennent visiter chez soi. On s'est assis et c'était assez simple. On a dit, de quoi on a besoin? On a besoin de l'adresse, on a besoin du plus de photos possible. Idéalement, on a besoin de vidéos, on a besoin de certain nombre d'informations sur le bien. Si on avait tout ça au stade de l'annonce depuis son canapé, ce serait royal. Et effectivement, l'expérience principale de Sylvain dans le digital est de dire grâce au digital, en fait, on peut faire beaucoup de choses et on peut faire en sorte que toutes ces informations soient disponibles de manière très ludique, très simple, à la fois mise à disposition par le vendeur et reçue par les acquéreurs. Et donc, si on arrivait à faire cette plateforme-là qui était beaucoup plus transparente dans l'échange d'informations, tout le monde gagnerait du temps. Moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai déjà vu des annonces immobilières sans photo, avec l'annonce qui disait pour plus de 72 mètres carrés, Tours Centre, en l'occurrence, moi j'habite à Tours, pour plus d'informations, appelez-moi. Sur de l'investisseur, des biens en très mauvais état, oui, moi j'ai vu. Et alors, ça, c'est même pas prévu, c'est même pas dit dans l'annonce. Moi, il me dit juste que je suis dans Tours Centre. C'est vague, un Tours Centre. Il me dit juste que l'appartement fait 72 mètres carrés, et voilà. Et il me dit pas, il y a beaucoup de travaux, il me dit pas... Et moi, en tant qu'investisseur, j'ai pas appelé, parce que j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps à noter le numéro d'un agent immobilier pour le rappeler le lendemain. 9 fois sur 10, il n'est pas disponible parce qu'il est en visite et que c'est le standard qui décroche et que le standard me dit il va vous rappeler, qu'il me rappelle 2 jours après. Et quand il me rappelle, mais j'ai oublié, parce que moi j'en ai vu 15 ou 20 des biens, donc je ne sais plus de quoi on parle. Voilà, nous, on a voulu faire tout l'inverse. Enfin, non, c'est pas tout l'inverse. On a voulu faire l'inverse de certaines
actions ou annonces ou pratiques qu'on pouvait voir dans le milieu, c'était de dire on va tout ouvrir. Et parce qu'on ouvre tout, les gens vont moins perdre de temps. Et en plus de ça, comme on a un business model où on n'est pas physiquement, nous, sur place, on ne fait pas, par exemple, la visite, parce que on pense que un agent immobilier dans une visite, il n'a pas de valeur ajoutée à dire ça, c'est la cuisine. Il a une valeur ajoutée à accompagner les clients, à une valeur ajoutée à les renseigner sur des informations pointues techniques, à faire de la négociation commerciale, mais il n'y a pas de valeur à dire ça, c'est la fenêtre, ça, c'est la cuisine. Nous, on pense que la meilleure personne qui est capable de parler d'un bien, c'est le propriétaire. Parce que c'est lui qui habite là depuis 5 ans, depuis 10 ans, c'est lui qui a fait les travaux, c'est lui qui connaît les écoles du coin. Et donc, dans notre business model, nous, on accompagne l'acquéreur jusqu'à la visite, jusqu'à la porte de la visite, et on reprend la main une fois qu'il est ressorti de la maison. Mais ce qu'on lui promet, c'est comme il y a énormément de transparence dans nos actions, on promet au vendeur qu'il ne va pas y avoir beaucoup de visiteurs. Il y a beaucoup de gens à faire des visites virtuelles sur notre site, sur notre plateforme, mais il y a très peu de gens à venir à se déplacer. Donc le vendeur, en fait, il passe une fois, voire 2 fois 20 minutes à faire sa visite. Allez. À ce moment-là, quand vous lancez RoofMe, vous souhaitez lancer un produit pour investisseurs, parce que toi, ce que tu cherches, c'est un investissement immobilier, ou pour des gens qui veulent s'installer en RP? On cherche à lancer RoofMe pour aider tous les particuliers, principalement pour leur RP, mais aussi pour de l'investissement s'il faut, mais pour aider toutes les personnes qui font une transaction immobilière. Principalement vente de sa RP et achat de sa RP, c'est plutôt ça qu'on a en tête. Et on se dit que ce serait beaucoup plus si l'ensemble de l'offre était transparente ou aussi détaillée que la nôtre, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde de faire des transactions immobilières. Mais de là à t'asseoir avec Sylvain et dire OK, on fait un business plan, on fait des plans sur la comète en disant on va s'associer à monter une boîte. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit OK, Coco, je m'associe avec toi, j'ai confiance parce que OK, c'est un copain, mais on sait tous que on a des copains, des machins. C'est compliqué de s'associer. Ouais, tout à fait. Où il est passé le passage à l'acte? Vous avez des boulots, vous avez des salaires, vous avez des familles. Qu'est-ce qu'a fait? C'est ça qui est, ça c'est super important pour nous de comprendre ça. Ouais, alors c'est intéressant. Alors, moi, je suis investisseur immobilier, je suis pas investisseur que immobilier. J'ai toujours aimé faire de l'investissement, quel que soit le type d'investissement. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours eu des idées de création de boîte. Je me rends compte que je suis toujours parti d'un problème pour trouver une solution. Par exemple, le nom de mon réseau Wi-Fi, il s'appelle comme ça. Un problème égale une solution. C'est un état d'esprit chez moi, j'adore ça. Par contre, depuis que j'ai 14 ans, forcément qu'il y a eu plein de bonnes idées de merde, excusez-moi, qui sont arrivées dans ma tête. Et en fait, je me rends compte qu'il y a 2 choses. Il y a avoir une idée et être capable de porter une idée. Et depuis que j'avais 14 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, j'avais des idées. J'ai eu des idées qui étaient très bonnes. Mais je n'avais pas les épaules ou l'expérience suffisante pour me sentir capable de porter ce genre de projet. Donc c'est pour ça que je suis pas rentré dans l'entrepreneuriat plus tôt que ça, parce que je me sentais pas capable, parce que j'étais aussi épanoui dans mon boulot. Ça faisait 10 ans que j'étais dans les tunnels. Là, quand j'ai quitté pour créer RoofMe, je me sentais épanoui. Au bout d'un moment dans ma vie professionnelle, salariée, j'ai eu besoin de changement, j'avais des désaccords, il a fallu que j'apporte quelque chose de nouveau dans ma vie. Et donc là, en regardant derrière moi sur mes 10 ans d'expérience professionnelle à la direction commerciale d'une boîte internationale, je me suis dit, en fait, Julien, tu as appris beaucoup de choses. Là, maintenant, tu te sens prêt. Et j'en ai parlé avec Sylvain, qui lui a fait dans ses études d'ingénieur un cursus entrepreneurial. Alors, il n'avait non plus jamais entrepris, mais il avait cette fibre-là également. Et il attendait l'opportunité, le projet pour pouvoir y aller. Ça, c'est pour les aspects expérience, on va dire. Ensuite, effectivement, c'est un copain. C'est pas le copain le plus proche, par exemple, que je pouvais avoir de mes amis d'enfance, mais c'était quelqu'un que je connaissais bien. C'est quelqu'un qui a un caractère qui est complètement différent du mien.
Et en fait, parce que forcément, on s'est posé la question, entreprendre, c'est pas évident. Entreprendre seul, c'est très compliqué et on pourrait y revenir si vous voulez, mais au départ, je m'étais dit, mais pourquoi pas le faire tout seul? Grosse connerie, enfin, je ne serais plus là si j'avais voulu le faire tout seul. Ne serait-ce que parce que quand on est entrepreneur, on a des hauts, on a des bas, on a des moments de joie, mais on a surtout pas mal de moments de galère que les gens ne voient pas. Et quand on a des moments de galère, on a besoin de quelqu'un qui nous rebooste, qui dit, écoute, mon coco, regarde, on a réussi à faire ça. Là, on a un petit échec, mais demain, on va avoir une nouvelle victoire, quoi. Et si on n'a pas cet associé-là, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, je crois que tu es tout seul, toi. Samuel, toi, tu es. Non, associé, ça va. Et Mais je comprends tout à fait. Je ne sais pas si vous partagez ce que je viens de dire là et les galères qu'on peut avoir au quotidien, mais il y a l'importance d'avoir quelqu'un qui peut nous soutenir quand on a quelques coups de mou. En tous les cas, avec Sylvain, donc c'était quelqu'un que je connaissais, c'était quelqu'un qui avait un caractère complètement différent du mien, et donc on sait en fait qu'on connaît nos forces et nos faiblesses mutuelles, et on sait qu'on peut pas venir se challenger sur, se prendre le bec sur des sujets communs. Il a un caractère. Vous avez chacun votre zone de génie, c'est ça? Exactement. Je ne sais pas de génie ou de débilité, je ne sais pas comment tu le. Non, mais de compétence, si tu veux. Ah ouais. Mais plus voilà. Exactement. Et ça je pense que c'est très important pour les gens qui nous écoutent et qui veulent entreprendre éventuellement. Il faut se poser ces questions-là dès le départ. Parce que, bien évidemment, par exemple, Sylvain, c'est un des rares copains avec qui j'aurais pu entreprendre. C'est celui qui avait le caractère qui pouvait matcher avec le mien et inversement. Il y a plein d'autres copains avec qui c'est des très bons amis, mais j'aurais dit non, parce que ça ne va pas avancer, on va se marcher sur les pieds, on va s'embrouiller, ça ne va pas. Donc, alors, juste pour revenir sur cet aspect matché, caractère, je pense aussi, après, ça a marché comme ça pour vous, mais on peut aussi découvrir les gens au fil de l'aventure. Il y a des gens avec qui on peut ne pas savoir comment ça va marcher, et c'est qu'en faisant que, nous on le voit bien, avec Samuel et plein d'autres gens qu'on a rencontrés sur Clubhouse, les gens montrent un certain visage, et c'est en faisant que tu te rends compte qui est un doueur, qui finalement sait partager au moment où il faut partager, qui est capable d'aider l'autre quand c'est difficile, et ça tu le découvres qu'en faisant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'abord, on peut s'arrêter sur le caractère et dire je vais m'associer avec lui parce qu'il est comme ça. On découvre les gens aussi en faisant. Donc, bien évidemment. J'ai essayé d'être très objectif sur mon analyse de la situation et je l'ai partagé de la même manière à Sylvain. Je lui ai donné mes craintes, je lui ai dit ce qui pouvait arriver, je lui ai dit qu'on pouvait s'engueuler, qu'on ne pouvait plus devenir copains. On a mis tout ça sur la table. On a essayé de faire en sorte de se parler. C'est-à-dire, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à un moment, pendant tous les lundis matins, on faisait notre point et on se disait ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas bien aimé. Ça, t'as fait ça, ça m'a pas plu. Je vais t'expliquer pourquoi. Et en mettant les choses sur la table, on se rend compte qu'en fait, l'autre il dit en fait non, moi j'ai fait ça parce que je pensais que ça te faisait plaisir que je fasse ça. Et en fait, en discutant, on désamorce beaucoup de sujets. Et je pense que c'est un conseil qui est très important pour les futurs entrepreneurs éventuellement qui nous écoutent, c'est d'essayer de désamorcer le plus tôt possible les bombes et de parler le plus possible avec ses associés parce que c'est souvent un problème de communication plus qu'un vrai problème de fond. Donc voilà. Et donc j'ai essayé d'être très lucide par rapport à cette situation. J'ai demandé à Sylvain d'être très lucide par rapport à moi et à la même situation qu'on vivait pour être sûr qu'effectivement qu'on n'allait pas dans le mur et qu'on ne se plante pas dans cette association. Ouais, super. C'est hyper intéressant et hyper riche justement dans les relations entre cofondateurs. Donc à ce moment-là, vous décidez de créer Roofme. Donc c'est un produit que vous arrivez à développer assez rapidement. Comment ça se passe au niveau du développement? C'est un produit qu'on développe. Alors il y a une première phase de maquette, il y a une deuxième maquette, ça prend un peu de temps. L'idée c'est d'abord de voir est-ce qu'on va réussir à mettre sur le papier vraiment ce qu'on a en tête. Ça commence à fonctionner et puis ensuite on se dit on quitte nos boulots, on se lance à fond. Donc on a une première phase de plusieurs mois où on développe sans rentrer bien à la vente. Et puis on est un peu forcé parce qu'on ne cherchait pas parce que la plateforme n'était pas encore développée. On est un peu forcé
on nous force un peu la main par un couple d'amis communs, pareil, de Bretagne, qui vend sa maison et qui a acheté sa nouvelle maison, qui vend sa maison avec 2 agences immobilières et qui est en galère parce qu'ils sont rendus à une quinzaine de visites et toujours pas d'offres. Et ils sont séduits par le concept qu'on leur a présenté parce qu'ils adhèrent, ils sont en train de vivre côté vendeur les galères de la vente, enfin les galères possibles de la vente immobilière. Eux, ils ont 2 enfants en bas âge, donc en plus monsieur est un peu parano du ménage, donc la veille de chaque visite, une fois qu'il a couché les enfants, il fait 1 heure de rangement et de ménage dans sa maison pour que le lendemain la maison soit propre et belle pour les acheteurs potentiels. Et au final, ils arrivent à une quinzaine de visites, ils n'ont toujours pas d'offres, toujours pas d'acheteurs potentiels. Et donc, ils nous demandent de forcer un peu la main et ils nous forcent un peu la main et nous demandent de mettre leurs biens sur notre plateforme. Donc, pour dire la vérité, c'était un peu bricolé au départ. Hein. Dans le monde des startups, fake it until you make it. Donc, on a essayé de montrer quelque chose qui était le plus réaliste possible, mais il y avait plein de choses qui étaient censées être en automatique derrière, qui ne l'étaient pas forcément, on le faisait à la main. Et ça marche très très bien puisque après leurs 15 visites sans offre, nous, très rapidement, on leur présente 2 couples d'acheteurs potentiels. Le premier fait une offre un peu plus basse que le prix qu'ils en voulaient, le deuxième couple fait une offre au prix. Et donc, juste pour revenir sur un aspect, tout à l'heure tu l'as dit, et je pense que c'est ce que j'ai compris, c'est le vendeur qui fait la visite lui-même, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que vous emmenez le client jusqu'à la porte, Ouais. Et c'est le vendeur qui présente son propre bien. Exactement. Chez Roofme, l'idée c'est de dire on va essayer d'être le plus efficace à toutes les étapes du processus. Nous, on pense, c'est notre vision, que tout le monde n'adhère pas à ça, on pense que pour visiter un bien, la meilleure personne, c'est le propriétaire. Pour faire visiter un bien, c'est le propriétaire, parce que c'est la personne qui connaît le mieux ce bien. C'est la personne qui va savoir dire si le voisin il est sympa, dire si l'école d'à côté elle est bien ou s'il faut mieux aller à celle d'après, dire là j'ai fait des travaux, là le chauffage il fonctionne comme ça, par exemple. Par contre, tout ce qui est avant, tout ce qui est après, on le gère parce que le vendeur, c'est pas à lui de faire ça, c'est pas à lui de faire la négo, c'est pas à lui de répondre au téléphone s'il y a besoin de répondre au téléphone, c'est pas à lui de vérifier si la solvabilité de l'acquéreur potentiel, c'est pas à lui de rédiger un compromis. Donc tout ça, on le fait. Par contre, ce qu'on lui demande, c'est ensemble, la première étape. Donc comment ça fonctionne chez Roofme? La première étape, on va faire une prise d'information. Bon, je passe la partie estimation. Il y a effectivement une partie estimation. Du coup, je la passe pas. Une première partie estimation où il peut, en autonomie, aller estimer son bien par rapport aux biens qui ont été vendus dans le quartier. Bon, c'est mathématique. On appelle la base de données DVF qui regroupe les ventes réalisées réellement autour du bien du vendeur. On va coupler ça avec l'évolution des prix de marché sur les dernières années pour essayer de reprendre toutes les ventes qui ont lieu il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans et de les remettre quelle est leur valeur aujourd'hui. Il peut également le faire avec un conseiller Roofme pour affiner l'estimation, pour aller un petit peu plus loin, voir les travaux, voir pour les spécificités. Ensuite, le conseiller Roofme, c'est qui? C'est toi, c'est Sylvain, ou vous avez des conseillers dans chaque ville? Alors, on n'a pas de conseiller dans chaque ville. Sylvain n'est pas conseiller, sauf cas spécifique autour de chez lui. Mais ça va être moi ou ça va être des gens dont c'est le métier de faire de l'accompagnement client, du conseil client et qui ont une expertise immobilière. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe. On n'est encore que 4-5 dans l'équipe. Parce qu'on n'a pas le volume suffisant encore pour. On ne fait pas 10 000 transactions par an. Donc, en fait, on n'a pas suffisamment de clients pour nécessiter d'avoir des équipes de 100 personnes. Bien sûr. D'accord, merci. Ensuite, on va faire une prise d'information avec le vendeur. Quand il a décidé de vendre avec nous, on va faire une prise d'information pour récupérer toutes les données qui sont importantes. Donc, il a une interface, il va répondre à des questions. C'est quoi la taxe foncière? T'as combien de chambres? Tout ce qui est important pour que nous, on puisse bâtir une annonce détaillée. L'annonce détaillée, elle est sur notre site. À l'occasion, vous allez voir, il y a normalement toutes les informations qui sont nécessaires à un acquéreur pour se projeter.
On va le faire ensemble, donc soit il le fait de manière autonome via son interface, qui est très ludique. C'est là où l'utilisation du digital est importante, c'est rendre ludique des choses qui ne le sont pas forcément au quotidien. Ensuite, il y a une prise de photos et de vidéos. Là, c'est pareil, on va demander au vendeur de prendre, tu nous as dit que tu avais une cuisine de salle de bain, une cuisine de chambre, va dans la cuisine, prends 3 photos de la cuisine, prends 3 photos de la chambre. Et dernière étape, rentre chez toi avec ton smartphone en vidéo pour te balader dans ton appartement. Ça, on le fait, soit il le fait de manière autonome parce qu'il est autonome, soit il le fait en parallèle avec un conseiller Roofme qui l'accompagne en visio, au téléphone, pour l'aider dans les différentes étapes. Une fois qu'il a fait ça, nous, on va compiler toutes ces informations, on va bâtir une annonce complète et on va commencer la diffusion. Bien évidemment, pour diffuser, il y a une signature de mandat électronique. Tout se fait de manière très simple et très ludique depuis son espace personnel et à distance. Une fois qu'on a le mandat qui est signé, on va diffuser et on va, comme un agent immobilier traditionnel, on va renseigner les acheteurs. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a beaucoup plus en tous les cas, je pense, on a beaucoup plus de visites virtuelles de par les acquéreurs que sur une agence traditionnelle. Parce qu'en fait, à 22h, les gens ils sont capables d'aller voir l'annonce et de faire leur visite virtuelle. Et donc, c'est pas rare qu'on ait des fois 40, 50 visites virtuelles sur un bien et une seule visite physique et un achat. Vous voyez ? Donc nous, si l'acquéreur il a des questions, c'est nos conseillers qui prennent la main et qui rappellent ou qui conseillent l'acquéreur potentiel. Et quand on a validé qu'on a quelqu'un de vraiment intéressé, parce qu'il a déjà tout vu, parce que ça correspond à ce qu'il cherche, parce qu'il a les finances, là, on va pouvoir autoriser la mise en relation avec le vendeur pour venir visiter le bien. La vente se fait, la visite se fait, et une fois que la visite est terminée, nous, on reprend encore la main pour faire la négo, pour accompagner dans les offres d'achat et éventuellement aller plus loin, les compromis, jusqu'à la signature chez le notaire. Une question, Julien. Vous êtes en mandat simple ou exclusif? Nous, on est en mandat simple, sans engagement, sans exclusivité. On n'a pas peur de la concurrence parce qu'on pense qu'on apporte un service qui est plus qualitatif, en tous les cas, dans notre niche à nous. En plus de ça, on prend un forfait fixe à 5 000 €. On n'a pas une commission en pourcentage. On a un forfait fixe à 5 000 €, quelle que soit la valeur du bien. Donc, globalement, on est moins cher que quasiment toutes les agences immobilières locales. Et on apporte même, on va plus loin, la garantie satisfait ou alors on ne prend pas de commission. C'est-à-dire qu'une fois chez le notaire, si le vendeur n'est pas satisfait du service qu'on lui a donné, la commission de Roofme, c'est 0. Il suffit qu'il dise « je suis pas content » et tu vas le rembourser? Ouais, en gros, c'est ça. Il suffit Tu qu'il l'as dise… déjà vu ça aujourd'hui? Non, pas encore. Bon, Pas encore. tu verras pas parce que… forcément que ça arrivera un jour. Ouais, ça te servira de pub. Tu t'en serviras Voilà. pour faire de la pub, remarque. C'est qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut perdre. Effectivement, nous, on a une vraie culture du service client. En tous les cas, on croit vraiment que le client, il doit vraiment être accompagné et son expérience doit vraiment être bonne. Donc, si on a failli dans cette mission-là, eh ben, c'est qu'on doit faire mieux et on doit progresser la prochaine fois. Je pense que ça va nous faire un coup au moral quand on sera arrivé là. Quand ça va nous arriver. Surtout si tu as un commercial qui attend après sa commission. Non, je pose la question du type de mandat pour ceux qui sont profanes en immobilier, parce que le français est un spécialiste d'essayer de bypasser des agences. Tu l'as dit, tu es là parce que tu viens d'une insatisfaction. Toi, au lieu d'essayer de bypasser, tu as monté une boîte. Donc, c'est un super je ne suis pas content, je fais quelque chose. C'est une démarche très positive. La plupart des Français vont dire je ne suis pas content, je vais essayer de bypasser et de gratter pour ne pas payer de commission d'agence. Ce qui n'est pas forcément bien, mais après, en même temps, ils ont, je dis toujours, les agents immobiliers, ils ont creusé le sillon creusé leur tombe parce que parfois, voilà, en n'étant pas bon, c'est ça qui fait que le bon coin est très fort, etc. Donc, tu n'as pas peur pour aller plus loin dans le détail, un de tes confrères, un petit malin, dise à un de ses copains, tiens, fais la visite et comme ça, je vais avoir l'adresse et prendre le bien. Ça ne te fait pas peur aujourd'hui, ce type de concurrence? Non, alors ça arrive.
En fait, il y a 2 étapes. Quand un acquéreur potentiel, donc en fait, comment est-ce qu'on fonctionne? Nous, on va diffuser de manière très large sur les réseaux, sur les plateformes, comme n'importe quelle agence immobilière. Mhm. L'acquéreur, il va voir l'annonce et il va comprendre qu'il peut faire la visite virtuelle et avoir une cinquantaine de photos, par exemple, et l'adresse sur notre plateforme, sur notre site. Donc, il va être redirigé sur notre site. Il va avoir une première phase où il va avoir des informations complémentaires, mais il ne va pas avoir les photos extérieures, il ne va pas avoir l'adresse. Pour avoir ces informations-là, il va falloir qu'il s'authentifie, qu'il nous donne son nom, son prénom, son adresse mail. On va lui envoyer un lien qui clique dessus pour s'authentifier. Là, il accepte nos conditions générales. Et en plus, on a récupéré ces informations et on dit, dans l'espace utilisateur du vendeur, quand on lui fait des mises à jour régulières de l'évolution de sa vente, on lui dit « Monsieur machin, il est venu par l'intermédiaire de Roofme. Donc, si tu essayes de contractualiser en direct avec lui, sache que tu t'exposes à des poursuites. » Ça, on est d'accord, mais je parle, ils ont tous, je te parle de Benoît qui travaille chez Agence Mimpin à Tours. Il va avoir un copain qui s'appelle Claude. Et il va dire à Claude, tu peux créer ton compte, machin, etc. Et file-moi l'adresse. Et Benoît, après, va aller voir le vendeur en direct. Alors, oui, il peut le faire. Il y a 2 choses. Nous, on pense qu'on s'adresse à des vendeurs qui ont compris qu'ils avaient un gain de temps et d'énergie à passer par une plateforme comme la nôtre. Donc, globalement, en fait, quand les gens nous mettent en concurrence avec des agences traditionnelles, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas forcément confiance dans l'ancienneté de notre société, dans la capacité qu'on peut avoir à trouver un acquéreur. Celui qui a confiance là-dedans, et aujourd'hui, ça fonctionne très, très bien, globalement, il le met sans exclusivité, sans engagement, mais que chez nous, parce qu'il a compris l'intérêt de la plateforme. D'accord. Et donc, quand c'est déjà arrivé, effectivement, que des agences immobilières se déplacent chez nos vendeurs, souvent, ils ne sont pas forcément bien reçus, parce que ce qu'ils veulent, c'est justement le vendeur qui vient chez Roofme, il veut s'éviter les galères qu'il peut connaître avec une multitude d'agences et être harcelé par certains de nos confrères. Voilà. Par le même discours, toujours éternel. Ok. Je voudrais juste qu'on revienne sur une question. Quand tu t'es assis avec Sylvain pour dire on va monter Roofme, donc vous avez dit ok, notre business plan, il est viable. Enfin, j'imagine que vous avez fait un business plan, on fait tous un business plan sur la comète, sur un truc de resto, de machin. Tiens, on va monter une boîte, ça marche pas, ce restaurateur il est nul. Tiens, cette station de ski ça va pas, on pourrait faire un monte. Bon, ça nous est. Je vois que tu es passé par les mêmes. Nous, on ne peut pas partir en vacances plus de 2 jours sans refaire les business models, des trucs, des machins. C'est terrible, quoi. C'est presque une maladie, je dirais. Ouais. Vous avez dit, donc, tu étais salarié de ta boîte et Sylvain, il était salarié ou il était à son compte, lui? Il était salarié également. Qu'est-ce qui a fait le pas que derrière, vous avez donc fait une rupture conventionnelle, les deux? Comment vous avez négocié votre départ parce ça nécessite des fonds. C'est ça que j'aimerais que les auditeurs comprennent. J'ai mon business plan, j'ai mon PowerPoint, mais de mon PowerPoint, je le fais réel là. Je vais voir une banque, j'ai dit vous prêtez, qui va dire non, agent immobilier, on ne vous prête pas. Voilà, vas-y, développe s'il te plaît. C'est très intéressant, effectivement. Donc, on a effectivement fait tous les deux une rupture conventionnelle. On a la chance en France, et tous les futurs entrepreneurs, il faut bien le savoir, on a la chance en France d'avoir un pays qui encourage à entreprendre. Et il y a peu de pays qui font ça. Dans la majorité des pays, tu te barres de ton boulot, merci, au revoir, et puis tu montes ta boîte et démerde-toi comme tu peux. La chance qu'on a en France quand on fait des ruptures conventionnelles, c'est que l'État nous subventionne c'est une des possibilités en nous donnant une subvention financière qui correspond à un pourcentage de notre ancien salaire pendant 2 ans. On touche nos droits au chômage pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on peut avoir l'opportunité de développer sa société et sa structure sans avoir besoin d'utiliser l'argent qui rentre dans cette société. Ou alors sans avoir d'argent qui rentre d'ailleurs par des clients dans la société. C'est l'État qui nous paye pour ça. Mais il faut avoir un patron qui accepte de faire une rupture conventionnelle, parce que moi j'en ai vu où les patrons leur ont dit vous faites un abandon de poste, ça va me coûter de l'argent la rupture conventionnelle. C'est le truc à la mode aujourd'hui. Moi je suis un peu contre les à titre personnel contre les abandons de poste parce que je trouve que c'est pas honnête. Je suis d'accord avec toi, mais le patron qui dit ça, je trouve que c'est pas clean du tout, effectivement. Il est une chose de dire je fais une rupture conventionnelle pour aller glander sur mon canapé à regarder du Netflix et j'ai un projet comme toi et Sylvain. Moi, ça, je suis d'accord. Voilà. Ouais, ça dépend de
Ça dépend effectivement des sociétés, de chaque patron. Ça dépend aussi principalement de l'ancienneté. On va dire que... parce qu'il faut savoir quand même qu'une rupture conventionnelle, ça coûte un petit peu d'argent à la société. C'est pour ça que je te pose cette question. Oui, tout à fait. Ça coûte un peu d'argent à la société et on ne peut pas faire, parce qu'en fait, il y a des sociétés qui peuvent utiliser les ruptures conventionnelles pour maquiller des Licenciement. licenciements. Donc les sociétés doivent quand même justifier de la rupture conventionnelle. Et une rupture conventionnelle, il faut que les deux soient d'accord, les deux parties, à la fois l'entreprise et à la fois le salarié. L'État va vérifier ça. Une fois que c'est vérifié, ça va coûter un petit peu d'argent à la société. Et puis ensuite, vous pouvez partir bons amis. Bon, dans notre cas, Sylvain et à moi, ça faisait 10 ans que j'étais dans la boîte. Et Sylvain, on va dire 6-8 ans. On va dire que c'était une rupture pour bons et loyaux services. D'accord ? On a toujours été des bons salariés dévoués pour nos sociétés. Là, on part sur un projet. Effectivement, c'est pas pour regarder Netflix sur le canapé, mais c'est pour essayer de créer de la valeur, essayer d'apporter un changement dans une industrie complète, en fait, parce que c'est ça qu'on essaye de faire. Nous, notre vision à long terme, c'est de se dire l'immobilier de demain, les agences immobilières de demain sont plus telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus de transparence et c'est un modèle comme Roofme, alors que ce soit Roofme, une autre société, enfin il y en a des concurrents à nous, peut-être qu'on ne va pas exister dans 5 ans, on ne sera peut-être plus là, mais de rapporter beaucoup de transparence et de bienveillance dans le secteur de l'immobilier. On a une vision, c'est cette vision-là qu'on essaye de porter. Et donc, nos patrons respectifs de l'époque, eux-mêmes entrepreneurs d'ailleurs, ou chefs d'entreprise, ont entendu ce message, cette envie d'entreprendre. Et donc, Ou vous leur avez vendu, vous leur avez bien vendu, et du ouais, coup, ils ont entendu ça. mais Ok. je pense que comme vous êtes tous les deux, messieurs, et on est tous les trois entrepreneurs, et si vous faites ces rooms et ces lives, c'est pour partager votre passion d'entreprendre et certainement inciter des gens qui n'ont pas encore entrepris à le faire et à sauter le pas. Et donc, on aime partager ça, on aime partager cette aventure qui est un peu opaque pour les gens quand on ne l'a pas fait. Ça peut paraître compliqué, mais au final, c'est passionnant, c'est enrichissant. Et donc, je pense qu'un entrepreneur accueille à bras ouverts un futur autre entrepreneur pour l'accompagner et l'aider autant qu'il peut. Ouais, mais mon message à travers ça, c'est de dire attention, vous voulez monter votre boîte, ne quittez jamais en mauvais termes votre patron. Il peut demain être votre client, il peut vous aider, Ouais. il peut demain investir même avec vous, qui sait. Donc, c'est important Ok, bravo. Donc là, Ouais, vous avez quitté votre boulot tous les deux et vous dites on s'associe. Et vos Ouais. conjointes à la maison, ça gueule pas, ça dit pas écoute, là, mon chéri, comment on va faire? Est-ce qu'il y a, parce que vous connaissez cette phrase qui est on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Quand tu montes ta boîte et qu'à côté de toi, tu as ton conjointe qui est très frileux, qui dit t'as rien ramené aujourd'hui, là tu fais quoi, machin, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas le mindset d'entrepreneur, on ne peut pas leur reprocher. Est-ce que ce n'est pas des freins? C'était donc dans votre cas tous les deux, est-ce que ça a été le cas? Comment ça s'est passé? Non, ça n'a pas forcément été des freins. Alors, effectivement, Forcément. non, tu te rends compte qu'effectivement, il faut faire un peu de tri dans les gens avec qui tu discutes de ça, qu'il y a des gens qui peuvent être des super amis, mais il ne faut pas forcément discuter d'entrepreneuriat. Quand on discute avec tes parents, forcément, bons parents, ils ont la panique pour leurs enfants et ils disent « Ouh là là, ils quittent la sécurité, un bon salaire ». Pour partir dans un truc qui va peut-être jamais marcher parce que c'est un peu innovant, ou en tous les cas c'est en décalage par rapport à ce qui existe. Et à côté de ça, quand tu causes faut justement causer avec des entrepreneurs, causer avec des gens qui sont passés par ces galères-là, et ces gens-là te remotivent et te disent ça va bien se passer, travaille, ça va bien se passer. Dans le sujet des conjointes, en l'occurrence, il n'y a effectivement pas forcément ce mindset entrepreneurial. Mais il y a forcément beaucoup de soutien. Sans rentrer dans les détails, il y a des gens dans notre association qui prennent des gros risques. Et donc, c'est-à-dire que quand il y a, par exemple, une conjointe qui ne travaille pas pour s'occuper des enfants, ça veut dire que quand on quitte un boulot salarié et qu'on devient entrepreneur, il n'y a plus de rentrée d'argent, quoi. Donc, c'est un engagement qui est extrêmement fort vis-à-vis du foyer, vis-à-vis de l'associé.
vis-à-vis de... et donc, en fait, c'est... moi, je vois souvent les choses du côté positif. Donc, j'essaye de voir ce qui est positif dans ce qui va nous arriver plutôt que de voir le côté négatif. Et donc, on trouve des solutions pour que le négatif n'arrive pas. Dans votre cas, tous les deux, ça s'est bien passé jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça se passe bien. Alors après, il y a des concessions. La personne qui ne travaille pas, on reprend un boulot parce qu'il faut assurer un peu les arrières. Enfin, on fait des concessions, mais pour le moment, ça se passe correctement. Mais c'est très important en tant qu'entrepreneur d'avoir effectivement des gens autour de soi qui te soutiennent. Pas forcément dans ton foyer, mais dans tes amis, dans ton cercle de discussion, des gens qui te montrent du positif et qui n'essayent pas de te renvoyer de la peur, de te renvoyer des risques, de te renvoyer toutes ces choses-là, parce que sinon on n'avance pas. Et en fait, on est très fort là-dessus en France pour casser les rêves des gens. Je vais acheter un appartement, mais tu te rends pas compte, tu vas avoir un crédit sur 20 ans. Ouais, mais moi je le vois pas comme ça. Je vois que je vais avoir une rente financière parce que je vais avoir un locataire. Oui, mais un locataire qui te saccage tout à l'intérieur. Oui, mais on peut trouver des assurances loyer impayé. Enfin, je sais pas, mais il y a forcément des solutions. Et Coucou Guillaume, merci pour le message. Merci. en fait, En fait, ce qu'on veut pas, ce que tu veux pas, c'est sur ton lit de mort te dire, j'ai rêvé de faire ça. Ouais. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le courage et c'est la loose. Mais au moins, effectivement, un conjoint doit se remettre à bosser, etc. Eudes, tu voulais poser une question tout à l'heure. Oui, non, je voulais dire que cette problématique que c'est important d'être soutenu par son conjoint, effectivement, pour pouvoir aller loin. Et comme tu le disais en préambule, pour quand ça va pas, avoir quelqu'un qui nous dit, tu as déjà réussi à faire ça, regarde, tu es capable d'aller plus loin, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai, tu l'as dit que parfois il y a des gens qui peuvent essayer de casser nos rêves, mais je trouve qu'il y a de plus en plus, les gens arrivent de plus en plus à s'entourer et à se créer ces secondes ou troisième familles de personnes qui sont là pour t'accompagner et te soutenir dans tes rêves. Avant, on avait notre famille biologique et celle qu'on créait avec notre conjoint. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, je fais partie de 2, 3, 4 groupes d'entrepreneurs. J'ai rencontré Samuel et d'autres personnes. Ce matin, on était avec d'autres amis entrepreneurs. Et l'énergie qu'il y a là-dedans, on arrive finalement à se créer nous-mêmes des nouveaux cercles, des nouvelles familles de personnes où l'énergie positive va beaucoup circuler et on va pouvoir justement se soutenir. Et ça, c'est bien. Je trouve que ça, c'est le gros côté positif. On a l'exemple de Justine qu'on a interviewé l'autre jour, Justine de ID Clean, qui vient d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneur, d'accord, donc parents salariés, qui a quitté, elle venait de Lyon, elle est aujourd'hui à Lille. Et pourquoi est-ce qu'elle a quitté Lyon? Parce qu'elle suivait un cercle de copains entrepreneurs, elle a monté sa boîte, elle n'a jamais été salariée. Et en fait, elle a été incubée à Euralille. Et en fait, donc elle a quitté le cocon familial là où elle a grandi. Tout ça pour suivre, on est la moyenne des 5 personnes. Donc elle dit, moi mes copains, ils ne comprenaient pas. Donc je me suis fait des nouveaux copains. Ouais. En fait, ma famille, ma nouvelle famille, c'est je suis et elle est à Lille. Je trouve ça courageux. Vas-y. C'est tout à fait vrai. Et effectivement, comme tu disais, Eudes, tout à l'heure, il y a de plus en plus, les gens, de plus en plus, cette culture-là de s'entourer de personnes, j'allais dire des bonnes personnes, mais des bonnes personnes pour le sujet spécifique. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes. Et ça, c'est grâce à vous, messieurs, qui partagez ce genre de live. C'est grâce à un certain nombre de podcasts qu'on peut voir sur Internet. À titre personnel, moi, j'écoute beaucoup Génération Do It Yourself, par exemple, qui est un podcast de... j'ai oublié son prénom, son nom, excusez-moi, mais j'adore écouter l'expérience d'entrepreneurs. Et en fait, on se rend compte que même les plus grands entrepreneurs, ils ont eu des galères, ils sont passés par des moments où ça ne marchait pas, ils ont coulé une première boîte pour en créer une deuxième parce que la première, ça ne marchait pas, qu'ils n'ont pas perdu espoir. Et c'est sûr que si on discute de ça uniquement avec les copains de la buvette du match de foot ou avec papa et maman qui ont été salariés toute sa vie, on n'arrive pas à avoir la même vision, les mêmes réponses. Et il faut encourager vraiment les entrepreneurs à partager leurs galères, à partager leurs succès, à partager leurs idées avec d'autres personnes.
il y a trop de gens qui ont une idée en tête et qui veulent absolument la garder pour eux parce qu'ils sont persuadés que le monde entier va leur piquer leur idée. Et en fait, leur idée, elle reste toujours dans leur tête parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de passer à l'action. Alors que s'ils avaient partagé avec bienveillance des discussions avec des gens qui ont un peu plus d'expérience entrepreneuriale ou qui ont une vision ou un parcours différent, eh ben, ils auraient échangé sur une nouvelle idée, sur un nouvel axe à donner à ce projet, sur j'en sais rien. Et puis en fait, le projet, il aurait avancé. On dit toujours un con debout va plus loin qu'un sage assis. Et moi, je crois vraiment à ça, quoi. Il faut partager les choses et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et juste, désolé, Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Merci, Mathieu Stéphanie, podcast qui nous inspire tous. Donc, bravo à lui et merci pour. Tu as aussi Caroline Mignot qui était là au début du live. Exactement. Caro, elle est juste devant ou derrière, il se tire la bourre. Ouais, je sais. Caro, elle est très inspirante. J'écoute pas beaucoup Caroline et effectivement, j'ai vu son nom passer. Mais il faudrait que je l'écoute un peu plus. Et en plus, j'ai pas d'excuses. Je serais ravi d'échanger avec elle à l'occasion si vous pouvez me mettre en relation. J'ai même pas d'excuse pour Mathieu Stéphanie parce que 10 minutes avant qu'on passe en live ensemble, j'étais sur la martingale de Mathieu Stéphanie, je l'écoutais. Le sujet des crypto-monnaies là, de ce matin, on est début février, et donc j'ai vraiment pas d'excuse. Donc désolé à toi Mathieu. C'est pas grave, trop de mémoire, ça nous arrive à tous, même en live, des fois on cherche le nom de quelqu'un. Voilà, exactement. Il n'y a pas de souci. On a Thierry qui dit bien vu le concept TruthMe. Voilà Thierry, merci Thierry. Merci Thierry, on est à l'écoute d'amélioration, de suggestions. Nous, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est d'améliorer l'expérience des gens. Donc si Thierry, tu as des bonnes idées pour qu'on soit encore meilleur, fais-toi plaisir, tu peux nous écrire un mail. Tu peux m'écrire un mail directement, je me permets de donner mon adresse mail si ça pose pas de problème sur le live, Julien, le prénom, @roofme.fr. Et donc on va essayer de bâtir la meilleure plateforme possible. On a Sarah qui dit totalement d'accord, je partage mon idée dans un super groupe Refaire. Oui, justement, parce que je suis dans ce groupe aussi, Refaire, qui est une application que j'ai connue par Caro. Enfin, bref, c'est tout le même monde qui se retrouve, c'est assez rigolo. Il va falloir qu'on termine par ta petite question, Eudes. Yes, Julien, merci pour ce partage. Dernière question, pour toi, quelle est la définition d'un entrepreneur ? Un entrepreneur. J'ai pas préparé la question, hein, donc. Mais on l'a, c'est bien. Moi, je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision pour l'avenir, une vision d'amélioration pour l'avenir. Moi, je crois beaucoup en fait d'améliorer le quotidien des gens, d'une manière générale. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision pour l'avenir et qui a le courage et l'énergie de la mettre en œuvre. Super. Quelqu'un qui bâtit le futur. Merci Julien. Exceptionnel. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Samuel, merci à tout le monde. Et j'espère qu'on aura pu inspirer du monde. Merci pour ton temps, Julien. Je vais clôturer les rooms Clubhouse et les lives si tout veut bien se terminer. Merci et à très vite. Reste en ligne. Merci d'être venu. Merci pour tes partages. À très bientôt. Suivez-nous donc sur notre chaîne YouTube. Nous rediffusons ça. Donc digital et startup, je vais mettre ça sur le LinkedIn et dans le groupe. Et nous sommes dans un groupe Facebook aussi, digital, startup et IMO. À très vite.